Bonjour Stéphane. Alors, déjà, je suis une personne qui est connectée au monde invisible depuis que je suis toute petite. J'ai pas été comme tout à chacun, j'ai pas été sensibilisée à ce qui se passait au monde invisible. Donc, pendant très longtemps, j'ai été effrayée jusqu'à ce que je fasse une formation archive akashique en 2020. Là, ça a permis de mettre des réponses sur tout ce que j'avais vécu en fait depuis ma plus tendre enfance jusqu'à présent. Une fois que j'ai compris tout ce qui se passait, en fait, j'ai décidé d'aider les gens qui vivent en fait les mêmes choses que moi, qui ont vécu les mêmes choses que moi et qui se sont crus fous, clairement, à entendre des voix, à avoir des ombres, à se sentir suivis, etc. Que non, ils sont pas fous, en fait, et que ça appartient vraiment à une autre dimension. Voilà, c'est dans ce sens que j'ai fait ce parcours. Mon parcours est plutôt atypique. Faut savoir qu'avant d'être dans le paranormal, puisque c'est vraiment mon domaine d'activité aujourd'hui, j'ai fait des métiers très terre à terre. J'ai été responsable de magasin en prêt-à-porter. J'ai travaillé dans le cosmétique. J'ai travaillé dans la chaussure. Enfin bon, bref, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé dans le tourisme. J'ai travaillé en sûreté portuaire aussi. J'ai fini par être chef d'entreprise où j'ai ouvert une agence d'hôtesse d'accueil événementielle dans le Poitou-Charentes que j'ai fermée au moment du Covid puisqu'on n'était plus autorisé à faire des gros événements de plus de 5000 personnes. Et là, en fait, ayant tout perdu, décidé de me reconvertir et d'œuvrer vraiment dans ce que je suis et ce que les gens ne savent pas quand on a l'étiquette professionnelle. Donc là, j'ai vraiment suivi mon vrai chemin. Et donc, je me suis orientée sur médium et l'accompagnement des personnes qui ont le même profil que moi. Déjà, quand j'accueille une personne, on va peut-être partir comme ça parce que ce sera peut-être plus logique. Euh, La personne, quand elle vient me voir, c'est qu'elle a une problématique, une incompréhension sur ce qui se passe autour d'elle. Donc, je vais faire beaucoup de pédagogie. Je vais démystifier toutes ces croyances, en fait, en rapport avec tout ce qui est paranormal. Je vais lui faire comprendre, en fait, que tout ce qui est multidimensionnel, parapsychique, ben, en fait, ça fait partie de notre quotidien. C'est juste qu'on n'a pas été sensibilisé à l'identifier et on ne sait pas en fait comment l'appréhender. Euh, et puis on le fait passer aussi beaucoup pour du folklore, alors qu'en fait pas du tout, c'est omniprésent dans notre quotidien. Il suffit juste de savoir à quoi ça correspond. Donc d'abord, je vais faire beaucoup d'enseignements. Après, la personne va certainement m'expliquer sa problématique, pourquoi elle vient me voir et ce qu'elle ressent depuis toujours. Voilà. À partir de là, on va utiliser les outils que j'ai pour commencer des libérations et lui comprendre en fait les mécanismes de ce qui se passe dans son vécu comme par exemple les schémas répétitifs, les blocages, les croyances limitantes, des choses comme ça. À partir de là, quand on fait les libérations, la personne se sent mieux, mais ce qui est surtout important, c'est qu'elle repart avec des outils pour pouvoir pratiquer dans le quotidien et maintenir le soin dans la longueur. Alors, bah là, je vais raconter une anecdote. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été obligée de fermer mon entreprise d'agence d'accueil événementiel parce que je me suis retrouvée du jour au lendemain. Alors, je vais raconter du factuel, hein, ça peut arriver à n'importe quel chef d'entreprise. En gros, bah, j'avais bouclé tout mon prévisionnel pour l'année avec mes plus gros clients et du jour au lendemain, suite aux décisions gouvernementales, je perds tous mes clients en 24 heures. Donc, je perds tout mon prévisionnel. Et là, je me retrouve avec mes comptes bloqués, plus de voiture, le confinement, ma fille qui revient de l'internat. Et là, je me dis, comment on va faire pour manger? Je me retrouve au resto du cœur, etc. Et là, je me dis, mais c'est bon quoi, c'est quoi encore cette épreuve de la vie?
parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait, ce genre de cas. Mais là, c'était pas de mon fait, hein. Et là, je me suis dit, bon, il y a un gros problème dans ma vie. Là, c'est un schéma répétitif récurrent que j'aimerais bien régler. Du coup, je m'en vais voir une amie qui était elle-même dans le paranormal et dans le bien-être et dans la spiritualité. Je lui explique ma problématique et elle me dit, viens, je pense que tu as besoin de faire une séance archives akashiques. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était que les archives akashiques. Elle m'explique et elle me dit, bon, bah voilà, les archives akashiques, c'est une sorte de bibliothèque cosmique où tu as toutes les mémoires de l'univers qui sont inscrites dedans. Et en fait, tout le monde peut s'y connecter et tu peux avoir affaire à ton livre d'âme et donc à l'histoire de toutes tes vies antérieures. Je dis, ah ouais, c'est trop génial. Elle me dit, mais viens avec moi en séance et puis on va voir ce qui se passe. Je fais la séance et puis donc elle me fait ses protocoles de libération, de préparation pour la connexion aux archives akashiques. Moi, à cette époque-là, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Et puis, elle me dit, bon, bah maintenant, tu vas te concentrer, tu vas laisser faire les choses et on va voir s'il y a une vie antérieure à toi qui se manifeste. Je ferme les yeux et là, il se passe plein de choses dans ma tête. Et puis, d'un seul coup, je me retrouve avec un jeune homme de 18 ans qui s'appelle Eric, qui a une petite moustache. Et en fait, je comprends que ce jeune garçon vit, enfin, meurt exactement dans les tranchées de la Première Guerre mondiale à Verdun. Et je vois vraiment l'explosion arriver, toute la terre qui arrive sur le jeune homme et plus rien. Donc j'explique tout ça à la thérapeute, à mon amie, et elle me dit d'accord, elle dit c'est intéressant. Elle dit on va aller plus loin, je vais prendre des notes et tu vas me dire ce que Eric te dit. Là, il m'explique plein de choses par rapport à la vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis aussi clairvoyante, clairaudiente et clairressentiente. Donc, ça veut dire qu'en français, dans le texte, j'ai le son, l'image et l'odeur. Donc, je peux communiquer avec eux et je voyais très bien dans le détail les images. Les ressentis aussi, je les avais, je sentais cette injustice, etc. Bref, je la fais courte. J'explique tout ça à mon ami et mon ami me dit, bah écoute, ta problématique là qui ressort, c'est qu'en fait, tu n'as jamais eu le droit d'exister en tant que tel. Et à chaque fois, tu t'es impacté, tu t'es saboté. Ou alors, l'univers faisait que ça te mettait un obstacle pour que tu te remettes en question sur cette partie-là. Ok, donc on travaille à titre personnel sur le droit d'exister. Et puis, elle me dit, écoute Estelle, à la fin de la séance, elle me dit, je pense que tu es prête pour passer à l'étape suivante. J'ai dit, c'est-à-dire? Elle me dit, bah écoute, là en fait, tu as un canal médiumnique qui est très bien ouvert. Et elle dit, je suis bluffée parce que normalement, c'est moi qui donne les guidances pendant les séances. Et là, c'est toi qui l'as donné et moi, j'ai pris en note. Donc, je te donne tes notes parce que tu t'en souviendras pas. Et elle dit, tu vas venir avec moi aux archives akashiques, t'emmènes ta fille aussi, tu viens faire la formation et puis on va voir ce que ça donne. Et la formation, je l'ai faite, on l'a faite pendant le Covid, je me souviens, pendant le confinement, on était en mode clandestin et puis on faisait les formations. Et là, c'est la première fois en fait où je me suis sentie bien dans des enseignements et j'avais l'impression d'être la première de la classe, quoi. Enfin, tout s'était ouvert d'un coup. Et bon, j'ai terminé le cursus, ça s'est très bien passé et elle m'a dit maintenant tu vas t'entraîner à aller dans tes propres archives akashiques pour pouvoir commencer à être résiliente sur ton propre parcours. Donc juillet, août, septembre qu'on suivit derrière tous les jours, j'étais dans les archives akashiques, dans les miennes, hein. J'écrivais des cahiers, des cahiers, des cahiers entiers, mais tu verrais, j'ai une collection de cahiers comme ça, de guidance tous les jours. Et j'ai fait des libérations par rapport à ça. Et je recevais des messages en fait qui me permettaient de mettre en place mes propres protocoles et ma propre guérison. Donc je dis d'accord. Donc à partir de là, c'est comme si j'avais eu droit à une épuration en fait. Et à la fin, quand j'ai senti en fait que j'avais plus besoin d'aller dans les archives akashiques pour moi, eh bien des gens ils sont venus à moi pour me dire, ben moi ça m'intéresserait de voir mes vies antérieures et savoir en fait comment on pourrait débloquer mes blocages. À quoi ça sert en fait d'aller dans les archives akashiques? Alors, ben justement, c'est une très bonne question, parce que les archives akashiques, c'est un formidable outil. Euh,
je vais faire une petite aparté pour comprendre le cheminement. Euh, j'ai étudié pendant très longtemps, pendant presque 15 ans à titre personnel, les blessures émotionnelles de Lise Bourbeau, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une grande psychanalyste canadienne qui a écrit moult ouvrages, moult livres et une méthode spécifique pour se libérer de ces blessures émotionnelles. Ça m'a beaucoup servi à titre personnel, mais c'était pas suffisant. Quand j'ai découvert les archives akashiques, en fait, je me suis aperçue que bien souvent, les blessures émotionnelles qui engendrent ces fameux schémas répétitifs, ces expériences récurrentes, ces blocages, ces croyances limitantes, enfin bon, bref, qui jouent sur notre ego et tout ça, bah, leurs racines, elles ne sont pas que de cette incarnation-là, comme le dit Lise Bourbeau dans ses bouquins. En fait, elle explique que l'âme arrive, elle est vierge et qu'en fait, nos référents, qui sont nos parents, ça peut être des profs, des amis, etc., euh, sont là pour déclencher chez nous, faire se manifester nos blessures émotionnelles pour qu'on puisse en être résilient tout au long de notre vie. En fait, qu'on apprenne à comprendre leur fonctionnement et donc les guérir par rapport à ça. Enfin, guérir, façon de parler, je dirais plutôt les apprivoiser parce que, en fait, on les guérit pas. On apprend à s'accepter dans notre globalité avec nos différents fonctionnements et dysfonctionnements, du coup. Et donc, j'ai compris en allant dans les archives akashiques qu'on pouvait aller trouver la source de la blessure qui n'est pas forcément dans l'incarnation actuelle. Et ça, c'est fort, parce que du coup, euh, quand tu vas voir l'incarnation source, eh bien, tu désactives complètement le schéma qui est en lien avec la vie qui se manifeste à ce moment-là. Parce que quand tu es en séance et que la personne met une intention en début de séance, je dis, oh, bah, par exemple, d'accord, vous venez ici pour quelle problématique? Elle m'explique la problématique. Et moi, je vais me connecter avec son autorisation à la consultation de son livre d'âme. Donc en fait, c'est ses mémoires d'incarnation. Et donc, je vais demander à son soi supérieur, en fait, son essence, de me montrer la vie en question qui est en rapport avec la problématique pour laquelle elle vient me consulter. Et là, souvent, j'ai plein de surprises. Je peux avoir plusieurs vies en même temps. Je peux avoir une vie majeure. Je peux avoir affaire à des ancêtres qui viennent se manifester et qui disent que bah ils ont contribué en fait à la naissance de cette blessure pour elle pour plein de vies suivantes. Enfin bon, bref, c'est hyper intéressant et ça permet surtout de désactiver définitivement les choses. Et ça, c'est pas négligeable. Alors, ça, je dirais que c'est plutôt une histoire de questionnement. Je suis très à l'écoute de mes clients, donc, ou des personnes qui viennent me consulter en tout cas. Euh, si vous voulez, quand, alors, grâce aux blessures émotionnelles de Lise Bourbeau, j'ai appris à déjà décrypter physiquement, au niveau de la morphologie, quel type de blessure la personne va avoir. Donc en fait, quand la personne, je la vois même en visio, hein, c'est pareil, hein, j'arrive à voir à travers sa morphologie, à travers son champ lexical, à travers la manière dont elle pense, les blessures qu'elle a en elle. Donc, je vais la questionner et je vais lui dire ce que je repère à peu de choses près. Et je lui explique à quoi sont dues souvent ces blessures émotionnelles de manière générale. Là-dessus, ça va parler à la personne et la personne après va délier sa langue, si je puis dire, et va m'expliquer qu'en fait, dans sa famille, il y a déjà eu ça, ça. Et à partir de là, bah, ce qui se passe, c'est assez étrange dans ces séances-là, c'est que quand la personne commence à prendre la parole et à expliquer que dans sa famille, il y a eu telle chose, et qu'elle elle a l'impression de reporter les bagages émotionnels de ses parents, de ses grands-parents, de ses lignées, autour, en fait, dans la pièce, les gens le sentent parfois, mais moi, je les vois et je les ressens. Il y a ces ancêtres de ces lignées, de ces différentes lignées qui se manifestent et qui disent, oui, mais il y a ça qui se passe. Là, il y a eu tel secret de famille et il faut lui dire parce qu'elle n'est pas au courant. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment que je trouve les mots
pour dire ce qui s'est passé en fait dont elle n'est pas au courant. Et c'est surtout qu'il faut que j'ai super confiance en ce que je reçois, parce que si je me trompe, je perds toute crédibilité en fait. Pour l'instant, je touche du bois, c'est jamais arrivé. Voilà, c'est jamais arrivé. Mais je reste assez humble là-dessus. Je souhaite que ça continue comme ça. Je dis toujours qu'il y a une marge d'erreur. Mais bon, voilà, j'y vais à tâtons. Voilà comment je peux décrire ça, la manifestation des blessures émotionnelles transgénérationnelles. C'est comme ça que ça se passe. Je demande déjà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de pathologie psychiatrique, déjà. Je demande à la personne si elle suit un traitement ou pas, ou si elle a consulté des psychologues ou des psychiatres. C'est super important parce que je n'ai pas la vocation de traiter des schizophrènes avérés, par exemple, ou des bipolaires avérés, ou des dépressions avérées. Je ne suis pas capable de faire ça. J'ai pas les compétences pour, je suis pas médecin. Quand je sens que la personne, en fait, c'est pas de l'ordre de ces pathologies-là, euh, je vais ressentir la personne. Alors, j'ai des choses étranges qui se manifestent, c'est que quand on a des gens qui sont... Ah, comment je vais donner le mot? Posséder, pour moi, c'est un mot qui fait peur et ça fait partie du folklore. Donc, je vais dire plutôt quand on a des personnes qui sont polluées énergétiquement, liées justement aux manifestations dites paranormales qui se passent autour d'elles. Moi, je baille beaucoup, ça me fait bailler, ça me fait pleurer et ça me fait roter. Mon conjoint Sébastien, dont on parlera tout à l'heure, lui, ça le fait roter, ça le fait vomir, d'entrée de jeu. Donc, c'est assez impressionnant. Et les gens, ils comprennent pas. Donc, on leur explique déjà de base, vous inquiétez pas, s'il y a des manifestations ou qu'on enlève des énergies basses, nous, ça va nous faire telle ou telle réaction. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, on a l'habitude. C'est même plutôt une bonne nouvelle, c'est que c'est en train de s'enlever de vous-même. Ensuite, je questionne à la personne vraiment pour savoir qu'est-ce qu'elle perçoit, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle entend, comment ça se manifeste, etc. Une fois que j'ai toutes ces notions, là, on part sur une partie enseignement. Je lui fais part aussi de mon vécu, souvent ça la rassure, et je lui explique ce que moi j'ai compris et comment en fait s'en prémunir. C'est-à-dire, ça se règle en plusieurs séances, mais encore une fois, c'est pareil, la personne repart avec des routines de base pour pouvoir appréhender ces manifestations qui continueront peut-être ou dans le meilleur des cas qui s'arrêteront, mais euh, en fait, il faut comprendre quel type de manifestation la personne rencontre. Si c'est des manifestations plutôt bienveillantes, type des défunts ou des ancêtres qui veulent lui dire quelque chose, ou des amérantes parce que la personne est passeuse d'âme, bon, bah là, ça va. Mais quand la personne a affaire plutôt à des énergies basses, alors là, je vais parler de mots qui font peur, mais qui en fait ne sont pas ce qu'on croit, c'est-à-dire des manifestations de démons ou d'entités du bas astral ou des parasites astraux, ce qu'on appelle, je vais expliquer à la personne comment ces êtres se manifestent et pourquoi ils se manifestent. Parce que souvent, c'est pas lié au, comme j'ai tendance à entendre, au mauvais œil ou aux malédictions ou au sortilège ou à la sorcellerie. C'est pareil. Là aussi, j'explique ce que c'est que la sorcellerie, j'explique ce que c'est qu'un exorcisme, parce que oui, j'ai fait des exorcismes. Avec mon conjoint, on en fait régulièrement. Donc, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. Oui, ce qu'on voit dans les films pour faire peur, ça existe, malheureusement. Mais nous, ce qu'on a rencontré dans notre cabinet, on a eu deux ou trois cas qui étaient quand même impressionnants. Mais aujourd'hui, on a trouvé les protocoles pour que ça soit beaucoup plus doux en termes de libération parce qu'on a compris le fonctionnement derrière.
Voilà, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail en parlant des contrats d'âme, du karma, etc. Mais ça serait trop long et on rentrerait plutôt dans le côté pédagogique et donc là, dans mes offres. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment une démarche d'enseignement, de démystification pour rassurer les gens et les gens repartent avec des protocoles de base pour pouvoir avoir la compréhension et se prémunir dans le quotidien. Après, s'ils veulent aller plus loin, bah, je forme les gens, je leur donne des cours, donc ils peuvent venir et là, on est dans ce cadre-là après. Ça, c'est une question qui est un peu complexe à expliquer. Parce que je vous dirais bien, les deux sont liés. Les deux sont liés. Euh, Vous pouvez avoir des perturbations énergétiques liées à l'extérieur, à l'environnement. Donc, par exemple, je sais pas moi, je vais vous donner un cliché. Euh, Vous avez une maison, vous habitez à côté d'un cimetière et à côté il y a une centrale électrique et puis derrière il y a des antennes 5G. Autant dire que là, au niveau fréquence vibratoire, ça va pas être bon. Et là, la personne qui va être dans cet environnement-là va être polluée énergétiquement par ces entités du bas astral qui se manifestent à cause de ces basses fréquences. Et là, ça, c'est des pollutions extérieures. Quand elles sont exercées comment dire, dans la durée, enfin trop longtemps et trop souvent, la personne risque de tomber malade parce que ça va avoir une incidence sur tous ses corps énergétiques et son corps physique. Elle va avoir des failles, donc elle va être ce qu'on appelle perméable. Euh, Dans la haute magie, on dit qu'on doit avoir nos corps hermétiques. Ben là, ça prend tout son sens en fait. Euh, on doit savoir traiter le corps, l'âme et l'esprit, et donc comprendre que notre corps doit être en bonne santé. Donc, si à ça on rajoute un boulot stressant, euh, un environnement familial ou de couple qui est pas très sympa. Et puis une nourriture qui est pas bonne. Enfin, tout ce contexte-là va faire que ça va faire partie des pollutions énergétiques dites plus ou moins extérieures qui vont nous nuire. Maintenant, quand il s'agit de pollution plutôt émotionnelle, euh, eh bien, faut savoir que quand c'est là où en fait c'est un peu un cercle vicieux, c'est que quand on est, par exemple, en déprime parce que depuis très longtemps on n'a pas réussi à traiter nos blessures émotionnelles de l'enfance, par exemple, eh bien, en nous, on va produire, on va créer nous-mêmes ces entités du bas astral et ces parasites astraux. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est, si je peux donner une image assez simple, bah, ils vont créer des trous en fait dans nos corps pour mettre des failles et appuyer sur tous les petits boutons de notre dysfonctionnement pour qu'on puisse continuer à générer ces énergies de basse fréquence, cet état émotionnel plutôt négatif, destructeur, parce que dans l'énergie, on va créer une espèce de voilà, je vais appeler ça une espèce de boue, une espèce de plasma de basse fréquence qui va leur servir de nourriture. Donc, vu qu'on devient des buffets à volonté, ils n'ont pas intérêt en fait à ce qu'on aille mieux. Donc, on va continuer à être dans ce cercle vicieux-là. Donc, le jour où on décide, on a le déclic de se dire, bon, maintenant on va s'en sortir et on va faire ce qu'il faut, obligatoirement, on va monter en fréquence, notre corps va aller mieux, notre morale va aller mieux. On va prendre conscience qu'en fait, bah, l'endroit où on habite, peut-être que c'est pas le bon et il faut qu'on aille ailleurs pour bah, devenir ce corps hermétique, hein, voilà, et vibrer beaucoup plus haut et être en bonne santé dans le quotidien, que ce soit mental comme physique. C'est plusieurs étapes. Déjà, il faut savoir qu'avant, quand je reçois un client, souvent le soin commence 3 jours, voire une semaine avant.
nous, enfin, je dis nous parce que je travaille avec mon conjoint et on ressent les mêmes choses. Donc, quand on a un client ou une cliente qui arrive, on va ressentir la présence de ces pollutions énergétiques, de ses ancêtres, voire même de son âme directement. Alors, pour être sûr que le soin se passe bien, moi, je pars toujours du principe que nos âmes se connaissent. Donc, peut-être qu'on a vécu des expériences ensemble. Et si moi, je commence déjà à prendre cher dans l'énergie, c'est-à-dire à ressentir des souffrances, des blocages, des courbatures, du sommeil qui est perturbé, des bleus sur le corps, parce que oui, ça m'arrive aussi. Là, je me pose des questions et je me dis peut-être que mon âme a du karma avec l'âme de cette personne. Donc moi, je vais d'abord faire le nettoyage à mon niveau des expériences potentiellement involutives qu'on a pu avoir ensemble, de façon à ce que le jour où on se rencontre, ça soit neutre. Une fois que ça c'est fait, le jour J, 1 heure avant la séance, je fais mon ancrage, mon nettoyage énergétique. Au niveau énergétique, j'ouvre ce qu'on appelle un espace, c'est un peu l'équivalent d'une salle neutre où on va pouvoir être bien le temps de la séance. C'est comme si on faisait une protection énergétique avant la séance, où là, j'accueille la personne dans l'énergie, mais aussi en physique. La séance se passe euh, et une fois que c'est terminé, bah pour moi, la séance n'est pas terminée. La personne quitte le cabinet, mais moi, je dois à nouveau me nettoyer énergétiquement, me réancrer, avoir mon hygiène physique aussi, parce que du coup, je fais des bains de purification après pour ne pas emmener avec moi les restes de pollution que j'ai pu attraper de la personne, par exemple, pendant la séance. Je démystifie beaucoup les choses quand je leur explique comment ça se passe derrière et qui se manifeste. euh, je vais leur donner des images. J'essaye d'utiliser un vocabulaire simple et qui n'est pas comme ce qu'on peut entendre comme dans la spiritualité aujourd'hui où tout le monde nous parle avec un vocabulaire spécifique lié au champ lexical de la spiritualité, mais en réalité, personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire. Parce que quand on commence à leur expliquer, bah vas-y, dis-moi ce que c'est que le lâcher prise, dis-moi ce que c'est que ça, dis-moi ce que c'est que ça, bah ils se sentent tous dépourvus, puis ils sont pas capables de dire ce que c'est vraiment de manière tangible. Donc, j'essaye d'être concrète avec des manifestations, enfin des exemples qu'on peut trouver tous les jours en fait. Par exemple, quand quelqu'un me dit, mais j'ai l'impression d'avoir des présences chez moi, moi je fais une recherche et très souvent ça peut être ce qu'on appelle des amérantes ou des défunts. Donc je leur explique que bah, ces entités-là, les critères de manifestation qu'on rencontre la plupart du temps, c'est, on va rentrer dans le cliché, mais en vrai, ça se passe comme ça vraiment, c'est-à-dire une baisse de température, on entend des chuchotements, parfois si on est dans le clair ressenti ou la clairsentience, on va sentir les odeurs, on va sentir des parfums, on va sentir de l'alcool, on va sortir des cigares, par exemple, des choses comme ça. Et les gens me disent, bah, c'est bizarre, là j'ai senti une odeur de madeleine que me faisait ma grand-mère il n'y a pas très longtemps. Bah, je dis, bah, en fait, c'est que votre grand-mère, elle est venue vous faire un coucou. Elle avait peut-être un message pour vous. Donc voilà, vraiment, je donne des exemples concrets de manifestations par catégorie d'entités quand ils m'expliquent ce qui se passe chez eux. L'histoire de l'âme, c'est toute la base de mon accompagnement en fait. Euh, Pourquoi? Parce que j'explique aux gens qu'on est ici sur Terre, sur ce plan de conscience, dans cette réalité, pour une raison précise qui est d'expérimenter la matière. Mais en fait, notre âme qui vit sur
un autre plan beaucoup plus haut. Euh, J'explique le parcours de l'âme aux gens, j'explique ce que c'est que le soi supérieur, j'explique ce que c'est que la source, nous, d'où on vient, etc. Et que en fait, sur Terre, on n'est que un avatar parmi plein d'autres de notre âme qui expérimentons sur cette planète en fait. Et que notre corps physique est le formidable véhicule toute option que notre âme a choisi pour vivre ce qu'on a à vivre ici. Donc, oui, tout l'accompagnement est autour de l'âme, en fait. L'âme est prépondérante. On se base sur l'âme, sur notre connexion au cœur, sur notre connexion à notre soi supérieur pour comprendre qu'on est des êtres multidimensionnels, mais que ce qu'on vit ici, en fait, on est guidé par notre âme. C'est notre âme qui nous dit ce qu'elle veut faire, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Donc oui, l'âme est prépondérante, c'est la base. Ça dépend du type de consultation. Parce qu'on va avoir des gens qui viennent plus pour une démarche d'avancement dans leur développement personnel, qui viennent juste de s'éveiller ou pas du tout et qui sont complètement en panique parce qu'ils ont des manifestations ésotériques et ils comprennent pas on est souvent les derniers recours après le psy, après les médecins, après tout ça. J'ai plusieurs types de séances. Pour la partie, on va dire, développement personnel et entrer dans le parcours initiatique, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est quand on commence à venir nous voir, c'est que leur âme leur dit, bon, maintenant, il est temps de te décharger de tous tes boulets, tous tes bagages, tout ce que tu n'as plus besoin là, et puis vraiment d'entrer sur ton vrai chemin. Donc les gens, ils disent qu'ils sont prêts, mais ils ont pas, aucun n'a vraiment la notion de ce qu'est leur propre parcours initiatique et ce que ça va donner dans l'avenir. Donc beaucoup de gens, quand ils commencent à faire les premières libérations, ont, ont des périodes d'inconfort, etc. Beaucoup abandonnent parce qu'ils se disent, mais non, c'est trop souffrant. Alors qu'en fait, il faut le prendre comme une libération. Euh, je vais prendre cette petite image et après je vais revenir à comment se passe une séance. On explique aux gens en fait qu'on est comme des oignons et que quand ils viennent nous voir en fait on enlève couche par couche. Donc pour arriver au cœur de l'oignon, bah, souvent il faut en enlever des couches. Et on n'enlève pas les couches que les gens ils voudraient enlever à l'instant T. On enlève la couche qui est utile et que son âme dit qu'il faut qu'elle enlève. Et c'est là où le bouleversement commence parce que les gens se sentent chamboulés, ouais, ils sont un peu à vif le temps de l'accompagnement. Donc c'est pour ça qu'on leur dit surtout, 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 quand vous vous sentez bloqué, quand vous vous sentez mal, quand vous avez des douleurs physiques ou même psychologiquement, vous êtes à fleur de peau, mais n'attendez pas, appelez-nous parce que nous, on n'est pas dans votre tête le temps de l'intégration en fait. Donc, appelez-nous et on verra comment on peut arrondir les angles et voir ce qui se passe, ce qui se manifeste vraiment. Voilà, donc ça, je le dis, faut vraiment pas attendre. Donc, comment se passe une séance? Pour le développement d'air personnel, on fait d'abord un diagnostic avant par téléphone. Je leur explique quel type de séance va être le plus adapté en fait à leurs besoins. Et je leur explique aussi que c'est pas un accompagnement miracle où on va tout régler en une seule séance. C'est pas possible. On met pas des pansements énergétiques en fait. On n'est pas dans ce cadre-là. On est là pour faire vraiment des libérations qui parfois peuvent être complexes à appréhender, mais ça va se faire dans le temps. Les clients qui sont restés chez nous et qui ont fait le parcours jusqu'au bout ont commencé à vraiment aller mieux euh, la première année. Les premiers changements ont eu lieu dans le premier mois et ça a été crescendo tout au long de la première année. La deuxième année, on a commencé à donner les protocoles en autonomie pour qu'eux, ils puissent se débrouiller tout seuls. Et on restait avec eux en contact rapproché
pour justement anticiper les blocages et puis surtout pour pas qu'ils se sentent abandonnés ou qu'ils aient l'impression de vriller parce que parfois ça peut être très impactant. Enfin, c'est pas anodin ce qu'on fait, on en a conscience. Donc c'est hyper important qu'on soit proche d'eux. Et la troisième année, bah, je dirais que là, ça y est, ils ont mis en place leur routine et tout, et ils reviennent nous voir pour dire, bon, bah là, j'ai su qu'il fallait que je travaille sur telle chose, mais j'arrive pas à m'en dépatouiller, j'ai eu beau faire les protocoles, bon, bah là, j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider? Et oui, là, en effet, on reprend une vraie séance et on dit, bon, bah là, tu peux faire tel protocole, on va t'aider à enlever ces déblocages-là, parce que parfois c'est subtil, hein. Et au bout de 3 ans, on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais on les aide à aller un peu plus en profondeur. Et après, souvent au bout de 3 ans, bah, ça y est, ils quittent le nid, ils s'en vont, ils sont autonomes. Voilà. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le principal objet de nos séances. En fait, la majorité de nos consultations se font en visio. On a la chance d'avoir des personnes qui nous consultent du monde entier, qui sont francophones ou pas. Bah, a fortiori, ça se fait en visio. On n'a pas trop le choix. On a encore des gens qui souhaitent nous voir en présentiel parce que bah, ça reste des croyances, hein, ils veulent, puis il y a des gens aussi qui préfèrent le contact humain, ce que je peux tout à fait comprendre. Nous aussi, on aime bien le contact humain. C'est pour ça qu'avec Sébastien, on organise des ateliers, on organise des retraites, des choses comme ça, pour justement garder ce contact humain. Mais on n'a plus de cabinet. C'est une décision qu'on a prise là cette année suite à des événements qui se sont passés pour nous et où on a souhaité en fait ne plus recevoir les gens parce qu'en fait c'est pas les clients en tant que tels qui sont problématiques, c'est l'entourage qui n'accepte pas le changement de la personne et ils veulent s'en prendre au thérapeute. Donc on a décidé de ne plus avoir de cabinet en présentiel. Voilà, voilà pour la petite histoire. Donc, mais oui, on aime les gens et on les verra en retraite et en atelier, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui préfèrent le présentiel. Voilà. Ben, en fait, elles correspondent aux blessures émotionnelles très souvent. Parce que quand on a des blocages et des schémas répétitifs ou des croyances limitantes, c'est lié à des conditionnements, on va dire, sociétaux, religieux, parentaux et systémiques et aussi transgénérationnels. Les gens, quand ils viennent nous voir, tous, mais avec une subtilité différente, un profil différent, lié toujours aux blessures, vont avoir un gros problème de confiance en eux. Ils vont avoir un désamour d'eux à différents degrés. Ils ne vont plus croire en eux et ils vont être souvent construits, ben, comme nous tous hein, de toute façon, avec une espèce de cuirasse, une sorte d'armure émotionnelle qui les empêche d'être eux-mêmes. Alors, à ça se greffe l'histoire de la personne, hein, qui est vraiment individuelle et intime à la personne. Et c'est là où on va voir les différences. Mais grosso modo, à chaque fois, le mal profond pour lequel on vient nous voir, c'est parce que on ne sait pas s'aimer soi-même. Du coup, on ne prend pas soin de soi, on ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi on vit telle expérience. On ne comprend pas que parfois ce qu'on vit, bah, ça ne nous appartient pas en fait, ça appartient à notre famille et on fait que répéter ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont transmis et on ne sait pas que c'est pas à nous. Donc tout ça, c'est bloquant et on les aide en fait à se dégager de tout ça pour qu'ils se retrouvent eux-mêmes, voire même parfois qu'ils fassent vraiment connaissance avec la personne qui ils sont. Et ce qui est improbable, c'est que j'ai parfois des gens, quand je leur dis, bah, on va vous amener à être vous-même, certains me disent, mais non, parce que j'ai peur de connaître la personne qui est à l'intérieur de moi, je ne sais pas qui je suis.
Ben oui, mais en fait, vous êtes une belle personne à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas envie de la découvrir? Bah, je sais pas trop. J'ai eu des clients comme ça. Je sais pas trop, j'ai peur de savoir qui je suis. Ah bah, improbable. J'avoue, c'est des choses que je ne comprends pas, puisqu'en fait, quand on est à l'intérieur de nous, bah, en fait, on a peur de quoi? On a peur de nos côtés sombres. Donc, eh bien, j'apprends aux gens à apprécier leur côté sombre, parce que c'est ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, et en harmonie avec leur côté bienveillant, lumineux, etc., dont ils ignorent, hein, aussi, hein, parce que parfois il y en a qui sont tellement en désamour d'eux, qui sont persuadés qu'ils sont moins que rien, qu'ils oublient en fait qu'ils ont des talents, qu'ils ont de la bienveillance, qu'ils sont gentils, que c'est des belles personnes. Ils oublient tout ça. Bon, bah, nous, on est là pour aller les remettre sur le droit chemin, on va dire, qui est le leur. Voilà. Dans nos accompagnements déjà individuels, à un moment donné, en fait, je vais reprendre d'où vient le client. Parce que c'est important. Tout part du client, en fait. La personne arrive avec une problématique, que ce soit émotionnelle, transgénérationnelle, karmique, ésotérique ou énergétique. En fonction de ça, c'est pour ça que le premier diagnostic quand on est au téléphone est hyper important. Parce que ça va permettre d'orienter vers qui la personne va aller, soit vers moi, soit vers Sébastien. Puisque Sébastien a ses propres protocoles et ses propres accompagnements. En fait, c'est important de comprendre que Sébastien, lui, il a plus un parcours dit chamanique, mais je le laisserai se présenter dans d'autres vidéos. Et moi, j'ai plus un parcours, on va dire, oui, médiumnique euh, et druidique. Quand on prend les gens au milieu de leur parcours, à un moment donné, ils vont avoir affaire à nous deux pour passer vraiment une marche. J'ai expliqué tout à l'heure que c'est un parcours initiatique. Les gens, ils arrivent chez nous pour un accompagnement plus ou moins long. Et donc, ils vont se dépouiller de tout ce qui ne leur est plus utile pour se déployer pleinement dans leur essence profonde. À un moment donné dans le parcours, va y avoir des nœuds, on va dire, qu'on ne peut pas euh, dénouer comme ça. Si c'est que moi toute seule, il va me manquer des compétences, et si c'est que Sébastien tout seul, il va manquer des compétences. Du coup, on a créé des séances où là, on est tous les deux avec la personne et on va cumuler ensemble nos protocoles individuels. C'est-à-dire que, en gros, Sébastien, il va être plus dans la partie transgénérationnelle, il va rentrer en contact avec les ancêtres. Là, je fais une description vraiment concrète. Et moi, je vais être un peu le vigile dans l'énergie pour éviter qu'on se fasse attaquer, par exemple, parce que parfois, il y a certaines séances qui sont sportives au niveau énergétique. Et puis, je vais être aussi celle qui va dans les archives akashiques, parce que Sébastien n'y va pas. Il ne sait pas comment y aller. Enfin, disons que c'est pas sa prédilection le jour J quand on est à deux. Et puis, moi, je vais pouvoir aussi recevoir des guidances des ancêtres que Sébastien ne peut pas recevoir, puisque lui, il est déjà en train de gérer toutes les lignées et de recevoir d'autres informations et avec les protocoles. C'est lui qui va faire les protocoles en fait à la personne. Et moi, euh, j'aime bien imager ça comme ça. On va dire que moi, je tiens le standard téléphonique du spirituel et du monde invisible pour transmettre les messages. Voilà, c'est comme ça que se passe une séance où on est tous les deux complémentaires. Alors, c'est une séance qui est assez éprouvante parce qu'elle dure 3 heures. Et tous les gens qui ont fait cette séance nous ont dit, je me sens bien, je me sens vidée, j'ai l'impression d'avoir passé un cycle 1200 tours minute essorage. Je pense que je vais aller me coucher. Donc là aussi, on leur dit, bon, n'hésitez pas, le soin continue au moins une semaine, mais on reste aussi en contact rapproché pour tout ce mois d'intégration parce qu'on sait que c'est assez lourd.
Voilà, mais c'est vraiment pour faire une sorte de saut quantique en fait. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est vraiment une grande marche où là les gens ils passent vraiment à un autre niveau. Donc ça, ces accompagnements-là, on les fait plusieurs fois dans le cursus selon le besoin des gens parce qu'en fait, chaque personne est différente, donc on fait des choses sur mesure. Euh, Si les gens me disent, mais il y aura combien de séances? On n'en a aucune idée parce que ça dépendra vraiment de la capacité de la personne à intégrer, accepter les choses, mettre en place les protocoles, se mettre en place sa propre routine en fonction de son mode de vie. Donc c'est vraiment très personnel. Pendant les séances, on leur fait la démo en vrai et ils font les exercices avec nous. Faut savoir que pendant les séances, ils ont le droit de nous enregistrer. On leur donne l'accord. Et il y en a aussi qui peuvent prendre des notes, etc. Ce qui fait que ça leur permet de se souvenir des protocoles de base. Alors, on ne va pas donner nos routines à nous expérimentées, hein. Non, non, parce que sinon les gens ils vont se retrouver, enfin ils vont pas être bien hein, si ils font les routines. Après qu'il nous a enregistrés, ils peuvent prendre des notes. On peut leur envoyer des PDF, on peut leur envoyer des visios. Ça, c'est vraiment à la demande. Et dans les accompagnements, mais ça, on en parlera dans l'autre question, c'est prévu dans le cursus, quoi qu'il arrive. Si vraiment ils ont du mal à le mettre en place chez eux tout seuls, ben, ils nous rappellent et puis on leur réexplique et il n'y a pas de problème. Alors, la plateforme, c'est un gros challenge. Il va y avoir plusieurs choses dessus. Alors, c'est encore en cours de construction, donc ce que je vais dire là, c'est possible que quand elle sera lancée, il y ait eu des petites modifications entre-temps. Mais l'axe principal, ben, encore une fois, on se base sur le parcours de nos clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui voudront peut-être pas nous avoir sur le dos tout le temps et donc voudront essayer de faire les choses en autonomie parce que bah, ils ont un cursus déjà bien entamé sur le développement sur soi, ils ont des outils que nous, on peut transmettre déjà. Enfin, bref. Du coup, on aura une partie banque de ressources qui s'achètera sous forme de module avec une préconisation stricte par contre de l'ordre dans lequel aller sur chaque module. Ça sera des contenus de visio, PDF, il y aura des audios aussi. Et puis, bah, pour les personnes, ça c'est vraiment une offre entrée de gamme, on va dire. Ça sera vraiment pour les personnes qui veulent être en autonomie. Mais il faut savoir que si ces personnes, dans le cours de ce cursus, se retrouvent bloquées, elles ont quand même le moyen de prendre rendez-vous avec nous dans le cadre d'une séance et de nous expliquer ce qui se passe pendant le protocole pour qu'on les fasse passer à l'étape suivante. Ça, c'est super important. On ne va pas les laisser se mettre mal parce que soit en off, ils auront fait les indisciplinés, ils auront sauté les modules, ils auront essayé de faire des trucs et puis finalement ils se retrouvent bloqués parce que je suis la première à le faire, hein. Quand j'ai une formation, je saute les modules, je fais des trucs, je fais tout dans le désordre. Donc je sais, je suis hyper indisciplinée là-dessus. Donc je sais qu'il y en a d'autres qui le font. Donc dans cette démarche-là, on n'a pas oublié ça. Et donc les gens pourront prendre une séance ou plusieurs. Voilà. Ensuite, il y aura deux types d'accompagnement. Euh, Ça sera pour l'instant, on a décidé que ce serait sur 9 mois où il y aura une partie avec les compétences de Sébastien et les savoirs de Sébastien. La deuxième partie, ça sera la mienne. Et on aura une partie ensemble où en fait, on va se rejoindre à un moment donné. En fait, Sébastien, il va être, si on devait mettre une chronologie, on va dire qu'il serait le début du cheminement. Moi, je suis un peu à la fin du cheminement. Mais on a quand même des gens qui arrivent avec la fin du cheminement pour ensuite se reconnecter au début du cheminement. Je ne sais pas si je suis très claire en fait dans l'explication, mais en gros, c'est ça.
À un moment donné, nos accompagnements vont se rejoindre pour que les gens puissent avoir un cursus complet. Donc, les gens auront la possibilité d'acheter l'accompagnement de Sébastien, ensuite le mien, ou alors d'acheter le total. Ça sera des accompagnements hybrides parce qu'on tient à être encore en contact avec les gens. J'ai pas envie qu'on devienne une espèce de plateforme numérique où c'est complètement impersonnel, où les gens sont face à une visio, enfin une vidéo, et en fait, ben, il n'y a pas d'interaction. Donc, les vidéos et les contenus seront pour mettre en pratique, mais on a décidé avec Sébastien, on ne sait pas encore à quelle fréquence, de faire des sortes de webinaires 1 à 2 fois par semaine avec les groupes ou les personnes qu'on accompagnera sur le long cursus. Mais il faut savoir que ce sera un cursus à niveau, c'est-à-dire première année 9 mois. Deuxième année, 9 mois. Troisième année, on ne sait pas encore. On va voir si c'est 6 mois ou pas, puisque ça correspond en fait à l'accompagnement global, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Et pour les tarifs, eh bien, on n'est pas encore d'accord. Donc, c'est en cours de réflexion. Mais on aura la possibilité de fractionner les paiements pour qu'on puisse toucher un maximum de personnes. Parce que moi-même, je ne suis pas capable de mettre 2 500 € dans une formation en une seule fois. Ça me fait mal. Donc, je préfère pouvoir avoir le choix de la payer en plusieurs fois. Donc, on va essayer de mettre ça en place. Les retraites et les ateliers, c'est parce que justement, on veut créer du lien avec les personnes qui vont prendre nos accompagnements pour justement changer un peu du côté numérique et digital. Ces retraites, on pense le faire comme ça. Il y aura 2 types de retraites. Euh, les retraites pour la présentation des gens qui n'ont pas pris les accompagnements, qui ne connaissent pas et qui souhaitent quand même faire une semaine avec nous et savoir ce qu'on fait. Pour ensuite les amener, parce que les retraites qu'on fait comme ça, il y aura un suivi derrière, hein. C'est pareil, on ne lâche pas les gens comme ça. Et donc, on les amènera, on leur proposera à venir suivre nos accompagnements s'ils veulent aller plus loin. Et il y aura l'autre type de retraite qui, elle, correspondra plus aux gens qui sont déjà dans les accompagnements. Donc, pour se retrouver tous, et là, on pense que ce sera plus des retraites détentes. Alors là, je m'avance un peu, mais moi, je sais que j'aimerais bien dans les retraites qu'on va faire, avoir par exemple des intervenants comme des gens qui font des bols tibétains, par exemple, ou que ça soit relativement quand même reposant et relaxant par rapport à toutes les années d'accompagnement qu'ils auront fait. Donc, à quelle fréquence par rapport au cursus, on ne sait pas encore. Mais voilà ce qu'on prépare en tout cas. Alors, bah pour l'instant, c'est par téléphone. Donc, on aura d'abord le numéro de téléphone, on aura plaisir d'accueillir les gens. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un site internet qui est en cours de construction. Donc, on aura des liens de connexion pour que les gens puissent ensuite réserver leur cursus, leur accompagnement, leur retraite. Il y a tout un système d'agenda qui va se mettre en place avec un tunnel de vente qui va permettre d'orienter les gens vers un paiement de leur choix et booker en fait les sessions au fil de l'eau. Voilà. Et très important, on a dit que les groupes qu'on accompagnerait par an, ça serait des groupes de 10 parce on veut vraiment être proche des gens, enfin, les accompagner correctement. Donc, on n'est pas sur du volume, on va être sur de la qualité. C'est hyper important pour nous.